Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes le dimanche 21 février 2021 et donc je fais cette vidéo loin de la thématique que j'ai lancée sur vivre, que j'ai intitulé Vivre. Là, ça va être un sujet je dirais, de prière, notamment pour le peuple birman. Voilà. Et donc, pour lancer ce sujet de prière, je vais vous proposer, excusez-moi, d'écouter cette sublime chanson d'Olivier Chewa. J'espère que je ne prononce pas mal son prénom. Donc, Olivier Chewa, ça s'appelle Ça ira. Donc, je vous propose d'écouter cette magnifique chanson. Je vais mettre le volume d'abord. Voilà. Super. Ça ira. Vous pouvez chanter, hein. Quand la mer sera agitée et qu'au milieu des vagues tu perdras tout courage, ne t'inquiète pas, oh non, car ça ira. Même quand le ciel aura plus son bel éclat et que toute la joie s'en ira loin de toi, ne t'affole pas, oh non, car ça ira, hey, hey, ça ira, quand le temps fera son chemin, ça ira, par la foi qui nous portera. Ça ira, car l'espoir ne faillit pas. Ne t'inquiète pas, oh non, le soleil reviendra. Il t'arrivera de perdre tes repères, s'installera le doute tout au long de la course. Ne t'inquiète pas, oh non, car ça ira, yeah, yeah. Celui qui tient la route connaît bien la route, puis dans l'empire des bois, il nous donne la force de croire. Ne t'affole pas, oh non, ça ira, ah. Ça ira, quand le temps fera son chemin, son chemin, son chemin. Ça ira, par la foi qui nous portera. Ça ira, car l'espoir ne faillit pas. Ne t'inquiète pas, oh non, le soleil reviendra. Ça ira, quand le temps fera son chemin, son chemin, son chemin. Ça ira, par la foi qui nous portera.
t'inquiète pas, le soleil reviendra. Sublime chanson de Yeshua. De toute façon, c'est un très bel auteur et je vous aurais écouté une autre chanson et elles sont souvent très jolies, ces chansons. Et donc ça ira, ça ira. Avant de démarrer, donc moi je me présente, parce que je le fais pas dans les vidéos des fois, parce que ça me semble que je pense que, oh, en fait je me suis déjà présentée, mais donc je m'appelle Akbalé Aïmamou Philomène, donc deux prénoms, Aïmamou et le second Philomène. J'ai eu 38 ans hier, donc je suis diplômée assistante de service social. Et donc là, en l'occurrence, les vidéos que je fais sur les différentes thématiques, j'avais abordé précédemment l'Afrique. Et là, je vais entamer Vivre, donc pour permet d'aborder différents sujets. Donc ce sont des vidéos que j'ai démarrées déjà depuis plusieurs mois, même en années, puisque je le faisais quand j'habitais auparavant encore à Valenton, sur la région Île-de-France, et où j'aborde des sujets comme ça de société. Et donc pour voir ces vidéos, je le précise et c'est important parce que je pense que bon, il peut toujours avoir une volonté d'exploiter ou de profiter des individus. Ces vidéos sont gratuites. C'est des vidéos voilà, où j'aborde ces différents sujets, que ce soit l'Afrique ou Vivre, sont gratuites. Vous n'avez rien à payer. J'ai un site internet où quand j'ai le temps, parce que je suis toute seule, donc là, vous voyez, je suis chez moi et donc je suis toute seule. C'est comme un selfie, on va dire. Je suis seule à faire ces vidéos et donc après à les mettre en ligne, ce qui va très vite sur YouTube et plus ça prend un peu plus de temps sur le site internet, un des sites internet. Mais par contre, c'est important, je le précise, c'est très très important parce que je suis surprise sur la boîte mail qui se rattache à ce site donc de partage, de témoignages, de prières et de louanges. Je ne peux jamais avoir reçu de messages de particuliers comme là je constate sur un sondage que je diffuse actuellement sur mes réseaux sociaux, à laquelle j'ai eu zéro réponse à part les miennes tests. Je pense qu'il doit avoir un souci. Donc, je ne souhaite pas qu'on puisse éventuellement profiter des individus qui regardent ces vidéos en leur faisant croire qu'ils ont à payer quoi que ce soit. Ces vidéos sont gratuites. Il n'y a rien à payer. Et s'il y avait quelque chose, je ferai une vidéo, je le dirai ou je l'écrirai dans mes différents écrits. Donc, notamment les pensées écrites, je l'écrirai pour que on puisse savoir que ça provient de moi. Et ça, c'est important. Donc, là, aujourd'hui, ça ira. Ça ira, ça ira. Je trouvais ça assez... bon, c'est une chanson qui, par rapport à la situation en Birmanie, moi, avait une résonance toute particulière. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'ouvrir sur cette jolie chanson. Mais avant d'aborder la Birmanie même, je vais faire une petite introduction qui va me permettre de parler, d'évoquer de la constitution même de notre société, du monde dans lequel nous vivons. Et donc nous vivons dans une société, dans un monde où il y a différents États. Dans ces États, donc l'État se caractérise à partir du territoire, un territoire clairement défini, une souveraineté nationale et une population. Trois critères qui permettent de déterminer s'il existe véritablement un État. L'État est une entité juridique et politique. Donc il y a une existence véritablement, puisqu'il est possible de porter notamment plainte contre un État.
pour des violations des droits des individus, par exemple. Donc l'État est une existence. En droit, on distingue la personne physique et de la personne morale. On pourrait considérer l'État en tant qu'entité juridique comme une personne morale à part entière et donc qui a des droits et des devoirs et donc à qui on peut demander des comptes et porter devant les tribunaux. Et là, en l'occurrence, donc ça, c'est ce qui caractérise en droit un État. Euh, le fondement même de l'État, c'est ce qu'on appelle le contrat social. Le contrat social, un contrat est un accord défini généralement en matière juridique, un accord entre deux individus. Individu, après ça pourrait être un individu, entité, voilà, entre deux parties. Voilà. Le contrat était un accord écrit ou verbal entre deux parties. Et donc le contrat social est le contrat, là, si vous voulez, entre deux parties. Et les parties concernées, là, ce sont les citoyens et le Léviathan. Ce que j'appelle le Léviathan, qui est défini, qui est terme utilisé par Thomas Hobbes dans son livre qu'il a intitulé Le Léviathan. Et donc, ce que j'appelle le Léviathan, c'est donc l'État en tant qu'entité juridique. Et donc, en fait, ce contrat social, c'est la base, c'est ce qui a fait que l'être humain est passé de ce qu'on appelle l'état de nature, l'état brut, voilà, défini selon les auteurs comme un état soit un sauvage, soit un état particulièrement dangereux. Voilà. C'est que si vous lisez Traité sur le gouvernement civil de John Locke, le Léviathan de Thomas Hobbes ou du contrat social de Jean-Jacques Rousseau, il y a aussi Montesquieu, vous allez avoir une définition totalement différente de ce qu'était l'état de nature. Mais on comprend quand même qu'il y avait un caractère de dangerosité, de risque, d'insécurité, que ce soit économique ou physique, et que les individus ont souhaité essayer de préserver leur sécurité en se mettant, en s'alliant les uns aux autres. Et donc, c'est comme ça que va être constituée la société civile qui va devoir se doter d'une représentation nationale. Cette représentation nationale va donc consolider, faire société, consolider la société, notamment en mettant en place tous les dispositifs nécessaire et indispensable à son bon fonctionnement et en se dotant des capacités juridiques nécessaires à son bon fonctionnement. Donc voilà. Et donc c'est le Léviathan, c'est l'État. Et donc le contrat social, c'est les citoyens qui se sont mis d'accord avec pour la mise en place d'un Léviathan, le Léviathan et l'autre partie, et pour que la société civile puisse vivre en vue du bien commun, du bien vivre ensemble. Voilà, donc j'espère que j'espère avoir été claire sur ce que c'est que le contrat social. Et à un moment donné, donc les êtres humains vont le Léviathan va être créé, les États vont être créés. Il s'avère que dans les années et les individus, même en s'étant créés en nation, en État-nation, il va avoir des guerres. Il va y avoir de nombreuses guerres. L'individu, selon des auteurs, l'individu a transformé, il fallait à l'individu transformer dans la situation grecque, antique, gréco-romaine, euh, les lieux où l'individu arrivait à historioriser après ça ce sont les théories philosophiques, hein, ce besoin de guerre c'était dans les grands amphis, on n'appelle pas ça des amphithéâtres, mais où en fait il faisait se confronter les esclaves les uns aux autres. Euh, je ne sais pas quel terme exactement ça porte, mais voilà, ça donne l'impression d'un grand amphi
où au milieu, ils mettaient des esclaves et ils se combattaient. Et les personnes aisées se faisaient de l'argent comme ça en regardant, et c'était pour eux le moyen de se combattre. En plus en plus des guerres. Mais l'individu, selon les théoriciens, a ce besoin de compétition entre les individus, les uns, les uns des autres. Et il s'avère que au fil des années, ils vont transformer ce besoin de compétition qui va devenir quelque chose de beaucoup plus sociable. Et en fait, ces amphis d'avant sont devenus les terrains de jeu sportifs qu'on trouve aujourd'hui. Et où il y a des rencontres, où des individus se confrontent, et on voit dans le foot que ça peut vite aller vers de la violence, parce que ça canalise, et ce sont des lieux où des individus peuvent rejeter toutes ces violences qu'ils canalisent dans la société civile, puisque la société civile s'est dotée d'une armada de dispositions législatives en vue de se protéger. Et donc il fallait prévoir des lieux où cette violence avait cette possibilité de pouvoir se lâcher. Et on le voit dans les terrains de foot, ou avant ou après même les matchs de foot, ou même pendant, qu'il y a deux fois de très grandes tensions entre les joueurs, entre les supporters. Voilà. Donc ça, c'est pour expliquer l'évolution de l'état de nature et comment la société civile a essayé de civiliser cette violence et en fait, dans le sport, est l'exutoire de cette violence civile. Euh, et, euh, et donc là, les États-nations sont créés. La, la Seconde Guerre mondiale va être une période cruciale pour toutes nos nations, parce que la Seconde Guerre mondiale va mettre en exergue, la nécessité euh, impérieuse de lutter de lutter dans un même objectif. C'est-à-dire des États-nations qui prennent conscience que s'ils ne luttent pas contre, là, c'était toute la propagande Hitler, Mussolini de l'époque, contre laquelle, antisémitisme, contre laquelle les États-nations vont prendre conscience qu'ils vont devoir lutter. Et la Seconde Guerre mondiale va, en fait, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, les États-nations vont décider de se doter d'un léviathan international pour pouvoir anticiper, préparer et défendre les nations, et pour pouvoir éviter d'en arriver à des situations que la France, l'Allemagne, l'Italie a connu, et qui aura causé des milliers et des milliers de morts. Donc va être créées les Nations Unies. Les Nations Unies, avec la Charte des Nations Unies, avec l'objectif d'assurer cette sécurité, cette paix internationale entre les peuples. L'idéologie de départ de la création de l'État-nation, des Nations Unies, la Société des Nations, était une belle idéologie, j'espère pas une utopie, mais en tout cas un leitmotiv dans le souhait d'amener la paix, ou de conserver la paix entre les peuples. Et donc, comme toute personnalité morale, il a fallu doter cette organisation de droits et de devoirs pour pouvoir intervenir sur le terrain et venir en aide aux individus. Donc, à un moment donné, les individus ont pris conscience qu'il n'était pas possible de considérer qu'un État sur lequel se trouve une population, donc une nation, puisse vivre de manière isolée.
C'est-à-dire que il y a une forme d'interdépendance entre les États, les interactions qui sont indispensables. Et il s'est posé la question de la sécurité même physique des nations lorsque un État est attaqué par un autre État. euh, que se passe-t-il? Comment réagissent les autres nations? C'est toute l'idéologie de la Société des Nations Unies, sur laquelle c'était de dire que un État ne pouvait pas en s'en prendre à un autre sans que les nations tout entières s'élèvent pour dire non, pour dire non. Et que, voilà. Euh, donc les Nations Unies vont être mis en place et vont se doter de différents organes, instances de décision, parmi lesquels le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité des Nations Unies. J'aborde ça parce que je vais aborder plus particulièrement la situation birmane, puisqu'il y a des pays signataires de la Charte des Nations Unies, mais il y a des pays qui ne sont toujours pas signataires de cette Charte des Nations Unies. Et donc, nous vivons dans une état-nation. Ça voudrait dire concrètement que au jour d'aujourd'hui, si dans un État, il se passe des massacres, comme on a pu le voir au Rwanda, il y a eu, la Côte d'Ivoire aussi en 2010 a connu une période de crise. Euh, il y a pas mal d'autres pays également sur lesquels il y a pu avoir également. Ah, oh, j'ai oublié. Oh, le génocide. Le premier génocide au monde. Ça va me revenir. Mais c'était même pas, c'est pas la Seconde Guerre mondiale, là, le premier génocide au monde. Euh, ça m'embête quand je bloque sur le nom du pays. Mais en tout cas, il y a eu un premier génocide, je crois, en 1800. Et il aura fallu attendre la Seconde Guerre mondiale pour que les États-nations s'organisent pour se doter d'un organe, d'une instance censée permettre de pouvoir assurer la défense des individus. Car la question se pose, c'est que lorsqu'il y a notamment un génocide dans un pays, vous observeriez que souvent les États appellent à ce que leurs ressortissants s'en aillent le plus rapidement possible. Mais quand les ressortissants s'en vont le plus rapidement arméniens, excusez-moi. Le premier génocide au monde était le génocide arménien, l'Arménie. Et quand les ressortissants s'en vont, généralement c'est que la situation est très critique et que il y a beaucoup de risques que ça dégénère. Et donc les États font en sorte de sortir leurs ressortissants. Ça veut dire qu'ils laissent en place une population. Ils laissent en place une population. Rwanda, ça a été ça. Les États ont fait le choix de faire sortir leurs ressortissants. Hein. Les armées, les militaires étaient présents pour faire partir, évacuer les ressortissants. Les militaires n'avaient pas pour ordre d'intervenir sur la population civile rwandaise. Donc, bon, ça pose des questions. Ça pose question sur... ça pose des questions... Il y a ce qu'on appelle... Il y a ce qu'on appelle il y a la question de la souveraineté d'un État, ça c'est clair. Et il y a le terme ingérence. Et ingérence, c'est un terme que les États apprécient, adorent mettre en avant lorsque ils ne souhaitent pas qu'un autre État se mêle de leurs affaires. C'est de l'ingérence. L'ingérence, c'est en effet lorsque un État s'autorise à intervenir sur les affaires d'un autre État. Et, euh, et, donc, euh, et donc ce terme est souvent utilisé à profusion pour pouvoir limiter et indiquer aux autres États qu'ils n'ont pas à se mêler des affaires internes de l'État. Mais honnêtement,
honnêtement. Le show de la Sonation rwandaise est emblématique. Vous avez des civils qui sont massacrés, et, et vous avez à côté des armées qui parfois étaient présentes, qui étaient là et qui avaient pour ordre de ne pas intervenir. De ne pas intervenir et de laisser faire. Pendant plusieurs jours en plus. Donc pendant plusieurs jours, mais je pense même aux militaires qui étaient sur le terrain, ça a dû être particulièrement difficile à vivre. Être présent sur un terrain, mais attendre un ordre qui est censé venir et qui ne vient pas. Et ils ne sont même pas en mesure de pouvoir faire leur travail, au risque de créer un conflit diplomatique. Ce qui veut dire que la sûreté des individus passe après la tranquillité diplomatique. Et donc, des individus ont été massacrés. Et il a fallu des jours pour que la communauté internationale prenne une décision. C'est totalement ça. Je pense que c'est difficile de trouver des mots dans ce type de situation. Euh, c'est c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Il y a déjà d'une part la lenteur de la communauté internationale pour intervenir. La communauté internationale ne peut pas faire croire qu'ils n'étaient pas informés du risque élevé de conflits internes dans le pays. Et pourquoi ont-ils pris autant de temps pour pouvoir réagir? J'évoque ça non pas pour faire le procès de la communauté internationale sur la situation rwandaise, mais pour évoquer la situation en Birmanie, au Yémen, en Éthiopie. C'est quelle position peut prendre la communauté internationale face à ces situations? Est-ce que l'on considère que comme ça ne nous touche pas, nous, dans notre quotidien, en fait, la communauté internationale n'a pas à intervenir? Ou est-ce qu'on considère que nous sommes dans la société des nations? Nous sommes des États-nations, en effet, mais finalement, nous sommes dans la même société. Et comme nous sommes dans la même société, nous sommes dans une société cosmopolite, nous ne pouvons pas ignorer les souffrances d'un peuple voisin. Ne serait-ce qu'il soit éloigné, il n'est pas possible d'ignorer les souffrances d'un peuple. Pour venir après sur la question birmane, la question birmane questionne. Ça questionne parce qu'il y a un État qui est un gouvernement présent, élu, hormis les sièges qui sont attribués à hauteur de 25% à la junte militaire. Il y avait un État, il y avait un gouvernement civil. La junte selon eux, en s'appuyant sur un texte constitutionnel, estimé qu'il y avait une violation puisque la conseillère, ce n'est pas la présidente, la conseillère ne devait pas, selon la Constitution, pouvoir y occuper le poste de président. Et qu'ils ont estimé avoir été lésés. En somme, c'est un peu ça, puisque en fait, elle est conseillère au niveau auprès du président, en fait. Et donc, finalement, elle occupe, ça serait un peu la présidente, et ce serait elle qui gouvernerait véritablement la politique du pays. Sur cette base, un général militaire à la retraite va organiser donc un putsch et prendre la tête du pays. Au milieu de tout ça, ceux qui sont pris en otage, c'est la société, ce sont les Birmans.
ce sont les Birmans, les Birmans sont allés dans les urnes, ils ont voté, ils ont élu un gouvernement civil. Si elle avait pu se présenter, ils auraient élu la conseillère. Elle ne pouvait pas se présenter. Ils ont élu la personne représentant du parti. C'est un vote. Donc ça a été fait démocratiquement. Les militaires ont pris le pouvoir. Donc la question c'est, est-ce que les militaires comptent proposer un projet démocratique de sortie de crise? C'est la solution, ça serait la meilleure solution pour pouvoir sortir, le pays et les citoyens birmans de cette crise? Ou est-ce que les militaires ont décidé tout simplement de rester à la tête du pays et de ne pas bouger? Dans ce cas-là, c'est prendre en otage la société birmane et ça va questionner les organisations internationales, notamment sur le risque de danger pour les Birmans. Et donc là, en l'occurrence, ça va nous questionner, nous, de toute manière, en tant que civils, même d'un pays loin, parce qu'il n'est pas possible de laisser les individus se faire massacrer et de considérer qu'ils sont dans un État-nation et qu'en fait, entre guillemets, l'État-nation, c'est clos et qu'on considère en fait qu'il n'est pas possible de leur venir en aide. Qu'il ne serait pas possible, serait pas possible de leur venir en aide. C'est sur cette base-là que la société va devoir se questionner. Je pense que le terme de société des nations est important. Nous sommes des nations cosmopolites et que ce soit en France, que ce soit en Allemagne ou autre, il y a des Birmans, il y a des Birmans et donc il va falloir faire en sorte d'apporter une réponse démocratique et mondiale à une question qui finalement touche un peu plusieurs pays, hein, puisque la question se pose également en Éthiopie, la question se pose également en Syrie. Qu'est-ce qui est possible de faire lorsque des civils sont pris en joue dans des conflits où ils n'ont rien et auxquels ils n'ont rien demandé. Donc voilà.